Alors, ce que je voulais dire, quand on regarde rétrospectivement, hein, donc l'euro, c'est 1999, hein, donc on a un peu plus de 20 ans derrière nous. La première chose sur laquelle j'avais envie d'écrire, hein, et qui est le début du livre, c'est de dire qu'on a quand même fait beaucoup de bêtises qu'on ne va pas recommencer à faire dans le futur. Et donc, on a quand même beaucoup appris. C'est-à-dire que, d'ailleurs, il faut d'ailleurs que les commentaires sur la zone euro s'adaptent à cette idée qu'on ne va pas répéter les erreurs du passé. Il y a encore toujours une idée qui circule, regardez dans le débat politique en France, sur le fait que la politique monétaire est structurellement restrictive, qu'elle est favorable aux épargnants, qu'elle était favorable à l'investissement. Tout ça a peut-être été vrai au début de l'euro, c'est certainement plus vrai aujourd'hui. Donc, il faut faire attention aux commentaires. Alors, qu'est-ce qu'on a fait comme erreur assez grosse, hein, d'analyse? Et après, je passerai à la question profonde pour moi, qui est celle des causes de l'hétérogénéité, mais d'analyse au début, disons dans les 10 premières années de l'euro, et ces erreurs, on ne les recommettra pas à nouveau. La première, c'est qu'on n'a pas compris qu'une fois qu'on avait fait l'euro, toutes sortes de pays, l'Italie, l'Espagne, la Grèce, le Portugal, mais la France aussi, mais surtout les pays du Sud, allaient avoir des taux d'intérêt beaucoup plus bas qu'avant. Parce qu'en gros, tout le monde a eu les taux d'intérêt de l'Allemagne. Alors, ça a été présenté comme un énorme succès de la création de l'euro, parce que c'est comme pour ça qu'on le faisait finalement. Ça s'appelle la crédibilité de la Banque centrale. Hein. Donc, tout le monde s'est mis à avoir les mêmes taux d'intérêt que les Allemands. Et d'ailleurs, c'est un point qui était souvent mis en avant par Jean-Claude Trichet, que les taux d'intérêt d'après création de l'euro, ce n'est pas la moyenne des taux d'intérêt des pays avant, c'est les taux d'intérêt d'Allemagne. Voilà. Et donc, on s'est félicité de ça, mais en même temps, on n'a pas compris au début de l'euro que ça allait créer une incroyable stimulation de la demande dans les pays qui avaient avant des taux d'intérêt très élevés, et en particulier que ça allait créer une gigantesque bulle immobilière dans ces pays, hein, avec une explosion du crédit et une explosion des prix de l'immobilier qui s'est développée pendant toutes les années 2000 et qui explose quand la crise des subprimes arrive des États-Unis en 2008. Donc, on n'a pas du tout réagi, on n'a pas du tout essayé de compenser le fait que s'il y avait cet effondrement des taux d'intérêt au début de l'euro dans les pays qui, avant, avaient des taux d'intérêt élevés. Et ça, c'est quelque chose qui nous coûte très cher. Ça crée la grande crise immobilière en Espagne, en Italie, ça crée la crise grecque, dont je dirai un mot aussi. Et donc, on n'a pas fait attention à ça. Tellement on était focalisé sur l'idée que c'était génial d'avoir des taux d'intérêt tous très bas. Alors, le deuxième sujet, la deuxième erreur, et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important aujourd'hui, on en parle beaucoup, c'est qu'après la grande crise des subprimes en 2008-2009, on essaie de revenir très vite à une politique budgétaire très conservatrice. Donc, on essaie de réduire très vite, à partir de 2010, les déficits publics, au point qu'on replonge la zone euro en récession, hein, sur la période 2010-2011 jusqu'en 2013-14, jusqu'à ce que la BCE intervienne, hein, avec une politique monétaire beaucoup plus expansionniste. Donc, on a eu un retour à des politiques conventionnelles conservatrices, budgétaires et monétaires, d'ailleurs, après la crise des subprimes, beaucoup, beaucoup trop rapide, d'où la rechute de l'économie européenne, hein, et le retard énorme pris sur les États-Unis, par exemple, à cette époque, à nouveau en 2010 et 2013, les États-Unis ne font pas du tout, évidemment, la même erreur. Alors aujourd'hui, on ne le referait pas. On voit, après la crise de la Covid, on va sortir avec incroyablement de prudence des politiques expansionnistes. Donc, on a bien appris qu'il ne fallait pas sortir à toute allure des politiques expansionnistes quand on sortait d'une récession. Le troisième erreur, c'est lié à la politique monétaire. Après la crise des subprimes, les États-Unis passent à des politiques monétaires non conventionnelles, quantitative easing, hein, vous savez, les achats de dettes par les banques centrales contre création de monnaie. À la fin de 2008, hein, le Royaume-Uni en 2009, les Japonais, qui ne sont pourtant pas en général à la pointe des conventionnels en 2013, et la zone euro en 2015. Et d'ailleurs, on peut se dire qu'en 2015, passer une politique monétaire non conventionnelle, ça n'a plus aucun intérêt parce que l'économie est déjà très nettement en train de s'améliorer. Donc, on voit là, et c'est un sujet sur lequel je vais revenir, on avait une vue extrêmement conservatrice de la politique monétaire et il a fallu 4 années à Mario Draghi pour réussir à passer forcer le passage à une politique monétaire qui soit beaucoup plus expansionniste. Et puis la dernière erreur qui aujourd'hui encore pèse beaucoup, hein, dans la réflexion, c'est la crise grecque. On a prétendu qu'un pays qui avait un énorme endettement pouvait s'en sortir par l'austérité.
Et donc, on a demandé aux Grecs de bien vouloir dégager un excédent budgétaire considérable en coupant les dépenses de retraite, de santé, d'éducation, etc. Ce qu'ils ont fait, avec un excédent budgétaire primaire, hors intérêt qui est gigantesque. Et faisant ça, ils ont totalement détruit leur économie, ils ont fait effondrer la demande, ils ont créé une pauvreté épouvantable. Donc, on a appris aussi qu'on ne pouvait pas sortir par l'austérité d'un problème de surendettement. Je crois qu'aujourd'hui, c'est bien dans les esprits aussi, que les dettes publiques très élevées des pays de la zone euro ne se traiteront pas par l'austérité. On va essayer de les traiter par la croissance, ce qu'on aurait dû faire pour la Grèce à cette époque, et pas par l'austérité et la baisse des dépenses publiques. Donc voilà. Donc je crois que je m'arrête là sur la vue, je dirais, rétrospective, mais on a fait plein de bêtises en termes de choix de politique économique. Et c'est important de dire qu'on ne les refera pas, quoi. Donc on ne peut pas aujourd'hui critiquer la zone euro sur la base de ces erreurs qui ne seront pas reproduites. Donc il faut faire attention aux commentaires. Alors, si vous en êtes d'accord, j'attaque le point qui me paraît absolument central, qui est la question de l'hétérogénéité. Alors, c'est un point central parce que d'abord, comme vous en êtes tous conscients, si les situations des pays de la zone euro divergent, s'il y a de plus, alors c'est les pays ou même les régions à l'intérieur des pays. Donc, s'il y a de plus en plus de pays très riches et de pays très pauvres, alors bien sûr relativement à la moyenne de la zone euro, mais si on a cette divergence des situations, tout ça finira mal, quoi. Je veux dire, si vous êtes le dirigeant d'un pays qui s'appauvrit continuellement par rapport aux autres, vous finirez par tenter autre chose que l'euro pour améliorer la situation de vos concitoyens. Donc évidemment, la croissance très importante de l'hétérogénéité de la zone euro est quelque chose qui est extrêmement angoissant. Quand vous regardez le revenu relatif au revenu de l'Allemagne, de pays comme le Portugal, la Grèce, l'Italie, l'Espagne et même la France d'ailleurs, vous voyez depuis 15 ans maintenant, un peu moins, 12-13 ans, une baisse énorme du revenu relatif au revenu des Allemands dans ces pays. Et ça, évidemment, c'est une menace absolument terrible sur la stabilité future de l'euro. Alors, évidemment, on le disait avant, réponse à votre première question, bien entendu, le plan de relance européen est aujourd'hui un essai de réponse à ça, mais est-ce que ça va marcher? Alors, il faut essayer de réfléchir aux causes de l'hétérogénéité de la zone euro, cette hétérogénéité croissante. Alors, d'abord, dans la littérature habituelle, et ce qu'on expliquait d'ailleurs aux étudiants avant, dans le passé, dans une union monétaire, la menace essentielle qu'on voyait, c'était les écarts de compétitivité coût. On disait qu'il y a des pays qui vont avoir plus d'inflation que les autres, et ces pays-là vont perdre leur compétitivité, donc ils vont aller mal, et donc il faut corriger ça par ce qu'on appelle des dévaluations internes, parce qu'on ne peut plus faire de vraies dévaluations, et une dévaluation interne, c'est simplement baisser les salaires. Alors, on l'a fait. On l'a fait en Allemagne tout à fait au début de l'euro. C'est la politique de Schröder qui améliore fortement la compétitivité de l'Allemagne. Les Espagnols l'ont fait à partir de 2009, après la crise des subprimes. C'est à peu près les deux seuls exemples qu'on a d'évaluation interne. Et aujourd'hui, il est absolument certain que personne ne le ferait plus. D'abord, et je vais le dire, ce n'est pas l'écartement des taux d'inflation qui est la cause essentielle d'hétérogénéité de la zone euro. Ce n'est pas ça le sujet, en fait. Ce n'est pas un problème de compétitivité coût. Et ensuite, le coût en termes de demande, d'emploi, de production de ces dévaluations internes, c'est baisser les salaires, est gigantesque. Donc, c'est une politique qui est beaucoup trop coûteuse pour être efficacement utilisée. Donc, on ne fera plus ça. Et d'ailleurs, on comprend à nouveau que ce n'est pas ça le sujet, que le sujet d'hétérogénéité vient d'autres causes. Alors, il y a deux causes essentielles de l'hétérogénéité de la zone euro qui sont mal connues. Je m'aperçois en parlant, y compris à des publics d'enseignants du supérieur, de patrons de la finance, etc., ou de gouvernement, que ce n'est pas très bien connu. La première cause, c'est quelque chose qu'on savait, nous, économistes, mais qui était assez mal perçu, c'est que le simple fait de mettre des pays dans une union économique et monétaire rend ces pays plus hétérogènes, ils deviennent plus différents qu'avant, quand ils avaient chacun leur monnaie. Alors, ceci est même en contradiction complète avec ce que disaient les institutions européennes au début de l'euro. Une citation de Jean-Claude Trichet que j'aime beaucoup, qui est « Quand nous aurons la même monnaie, nos économies deviendront semblables ». Donc, il n'y a rien de plus faux, quoi. Donc, alors, quel est le mécanisme qui est important? Il est très, très bien décrit par Paul Krugman. C'est que du moment que nous avons la même monnaie, il n'y a plus de risque de change. Et du moment qu'il n'y a plus de risque de change, on peut exploiter les avantages comparatifs des pays.
pouvez pas vendre, si vous voulez vendre des voitures au Portugal fabriquées en Allemagne, c'est très compliqué quand le Portugal a une monnaie qui peut se déprécier, parce que vous avez un énorme risque de change, quoi. Et du moment que le Portugal est dans l'euro, vous pouvez fabriquer en Allemagne ou en Slovaquie des voitures que vous vendez au Portugal. Donc c'est simplement à partir du moment qu'il n'y a plus de risque de change que vous pouvez exploiter les avantages comparatifs. Et quand vous exploitez les avantages comparatifs des pays, ils se spécialisent différemment. Et donc, on ne fait plus de voitures au Portugal alors qu'on en faisait avant l'euro. Et comme ils se spécialisent différemment, eh bien, évidemment, leurs niveaux de vie peuvent diverger. Il y a des pays qui vont se spécialiser dans les nouvelles technologies, dans l'industrie haut de gamme. Ils vont devenir plus riches. Hein, c'est l'Allemagne, les Pays-Bas, voilà. Et puis, il y a des pays qui vont se spécialiser dans le tourisme, ou l'immobilier, ou lié à la consommation courante. C'est par exemple le Portugal ou la Grèce. Hein, et ces pays vont devenir plus pauvres. La France n'est pas génialement placée. Hein, quand vous regardez la spécialisation productive de la France, une fois que vous avez enlevé l'aéronautique et un petit bout de la pharmacie qui est de plus en plus petit et le luxe, le reste n'est pas formidable en termes de niveau de gamme, quoi. Et donc, on a aussi ce problème. Donc, vous voyez, premier sujet qui est central. Hein, il est absolument normal et parfaitement inévitable si on ne réagit pas qu'après une unification économique et monétaire, les pays deviennent de plus en plus différents, c'est-à-dire que l'hétérogénéité soit de plus en plus grande, simplement parce que la fin de la volatilité des taux de change permet aux pays d'exploiter leurs avantages comparatifs. Et donc, les industries diverses, les différents secteurs d'activité se concentrent dans telle ou telle région. Et en fonction de leur niveau de sophistication, vous avez des niveaux de vie dans ces régions de plus en plus différents. Donc, c'est une tendance inexorable. Regardez les États-Unis. Hein. Regardez le Middle West versus Californie ou côte Est. Je veux dire. Donc, vous avez exactement dans toutes les unions monétaires le même processus d'hétérogénéité. Et ça, c'était extraordinairement mal compris au moment de la création de l'euro. On croyait même l'inverse. Hein. On croyait que c'était les mouvements des taux de change qui fabriquaient l'hétérogénéité. Alors, deuxième sujet, c'est qu'on a d'énormes hétérogénéités de nature structurelle. C'est tellement les chocs asymétriques dont parle la littérature, qui sont le fait que les cycles économiques peuvent être différents. Là, c'est des hétérogénéités qui sont liées à ce que structurellement, les économies ne marchent pas de la même manière. L'exemple très facile, par exemple, c'est les marchés du travail. Les règles et les fonctionnements du marché du travail sont très différents entre les pays européens. Vous avez des pays où les négociations salariales, par exemple, sont extrêmement décentralisées, elles se font en entreprise. Vous avez des pays comme l'Allemagne où elles se font au niveau des branches, des pays comme la Belgique où elles se font au niveau central du pays. Vous avez des pouvoirs syndicaux très différents, vous avez des niveaux de salaire minimum très différents. Vous avez, voilà. Donc, le fait que les marchés du travail fonctionnent de façon extrêmement différente d'un pays à l'autre, évidemment, crée une énorme hétérogénéité structurelle des pays. Et puis le troisième sujet extrêmement important. Une zone monétaire optimale, on ne peut pas créer une zone monétaire optimale a posteriori dans ce cas-là. Le problème, c'est c'est exactement le papier de Krugman. C'est qu'une zone monétaire peut être optimale exemptée et elle ne l'est plus ex post. Donc, si vous prenez deux pays pareils, ou presque pareils, du moment qu'ils auront la même monnaie, au bout d'un certain temps, ils seront différents, hein, puisqu'ils vont se spécialiser différemment. Et donc, typiquement, c'est France-Allemagne, quoi. Quand vous regardez la France et l'Allemagne en 2000, tout est pareil. Hein, on a le même commerce extérieur, le même poids de l'industrie dans l'économie, etc. Et puis regardez France-Allemagne aujourd'hui, tout est différent. L'industrie est 2 fois plus grosse en Allemagne. Nous, évidemment, on a du tourisme, parce que la Baltique, c'est une mer froide, donc là, les Allemands n'ont pas énormément d'avantages comparatifs. Hein, et c'est bien l'unification monétaire qui a fait la divergence structurelle entre la France et l'Allemagne. Hein. Donc, le fait que des pays soient, si on reprend les critères de Mundell que vous évoquez, hein, le fait que des pays aient à peu près la même spécialisation productive, ce que Mundell avance, alors lui, c'est un argument plus de court terme. Il dit que les chocs sont des chocs sectoriels. Et donc, pour éviter les chocs asymétriques, il faut avoir à peu près la même structure sectorielle de l'économie. C'est un argument un peu différent, le mien est plus structurel. Et même si on prenait la version Mundell de l'argument, au moment où vous dites est-ce que ces deux pays peuvent avoir la même monnaie, vous dites oui. Et si vous refaisiez le test 20 ans après, la réponse serait non. Donc, si vous testiez aujourd'hui France-Allemagne, la réponse serait probablement qu'on ne peut pas avoir la même monnaie, alors qu'en 1995, on pouvait. Donc, il faut comprendre qu'effectivement, vous avez parfaitement raison. Le fait de pouvoir entrer dans une zone monétaire optimale
ex post, c'est très différent de ce que vous avez exempté. Ce qui veut dire que tous les travaux qu'on peut faire aujourd'hui en disant mais alors est-ce qu'il faut une monnaie unique en Asie, etc., sont extrêmement douteux. Parce qu'à nouveau, si les pays d'Asie avaient la même monnaie, ils auraient aussi une spécialisation productive qui deviendrait beaucoup plus forte et ils deviendraient plus différents. Donc c'est un argument qui est extrêmement important et souvent mal compris. Alors, deuxième point et dernier, donc, je voulais évoquer sur ce sujet de l'hétérogénéité, c'est un point qui est absolument central, c'est que depuis la crise des subprimes, 2008-2009, la mobilité des capitaux a complètement disparu entre les pays de la zone euro. Alors, c'est aussi un des critères de Mundell, qu'il faut que, pour que des pays puissent avoir la même monnaie, il faut que le capital circule librement entre ces pays. L'argument, il est très simple, c'est une affectation optimale de l'épargne. Vous prenez l'épargne globale de la zone et vous la mettez là où c'est le plus efficace qu'elle soit investie. Et si vous ne pouvez pas faire ça, ça ne sert à rien d'avoir une monnaie unique, puisque l'objectif de la monnaie unique, c'est d'investir le capital là où c'est le plus efficace. Donc, il faut que je puisse prendre l'épargne des Allemands et l'investir au Portugal. Je prends cet exemple-là qui est à peu près raisonnable, et il y en aurait plein d'autres. Or, ceci s'est parfaitement produit entre 1999 et 2008, où on a vu une très importante augmentation des flux de capitaux à l'intérieur de la zone euro, entre les pays. Et puis, à partir de 2009, ça s'arrête complètement. Il y a un arrêt complet de la mobilité des capitaux entre les pays, qui est lié au fait que, alors ça vient, le premier point que j'évoquais tout à l'heure, que la baisse des taux d'intérêt avait provoqué un énorme excès d'endettement dans surtout les pays périphériques de la zone euro. Cet excès d'endettement, et c'était aussi un endettement extérieur de ces pays, et qu'à un certain moment, les Allemands et les Hollandais, d'ailleurs, qui sont les deux pays qui ont des excédents d'épargne, refusent de prêter davantage aux pays périphériques. Et là, il y a un arrêt complet de la mobilité des capitaux entre les pays qui est toujours présent aujourd'hui. Il y a plein d'indicateurs que j'évoque, par exemple la taille de ce qu'on appelle Target 2. Target 2, ce sont des prêts entre les banques centrales qui sont un substitut aux prêts entre agents économiques privés qui, justement, ne se prêtent plus entre les pays. Et on a plein d'indicateurs qui nous montrent qu'aujourd'hui encore, il n'y a plus de mobilité des capitaux entre les pays de la zone euro. Et pour dénoncer les vilains, ça veut dire que les Allemands et les Hollandais prêtent leur excès d'épargne à tout le monde, sauf aux autres pays européens. Et en fait, essentiellement d'ailleurs aux États-Unis. Quand vous regardez les flux, une montagne d'épargne allemande et hollandaise qui est prêtée aux États-Unis et pas aux autres pays de la zone euro, alors que jusqu'en 2008, elle était prêtée aux autres pays de la zone euro. Alors, vous voyez que ça ruine totalement, tant que c'est présent, l'intérêt d'avoir une union monétaire, puisqu'à nouveau, l'intérêt d'une union monétaire, c'est d'allouer efficacement l'épargne. Et donc, on ne fait plus ça, et l'épargne, notre excès d'épargne européen, l'Europe a un excédent extérieur, un excédent de sa balance courante qui oscille entre 3 et 4 % du produit intérieur brut, c'est de l'argent, c'est de l'épargne des Européens prêtée aux autres non-européens et en particulier aux Américains, ce qui est quand même super frustrant. Évidemment, alors j'en viens à votre question, du coup, pourquoi y a-t-il peu de croissance en Europe? L'explication numéro 1, elle est là, c'est que nous n'allouons pas efficacement l'épargne et nous prêtons une partie considérable de notre épargne au monde en dehors de l'Europe. Donc, si vous prêtez votre épargne au monde en dehors de l'Europe au lieu de l'investir en Europe, évidemment, vous avez peu de croissance en Europe. Vous avez une fuite d'épargne qui, évidemment, est très mauvaise pour la croissance de long terme, puisque c'est de l'argent qui n'est pas investi localement. Et puis, évidemment, la seconde raison de la croissance faible, c'est les accidents que j'ai évoqués tout à l'heure. C'est qu'on a périodiquement eu des crises. Il y a eu le durcissement prématuré des politiques économiques après la crise des subprimes, la crise grecque, etc. Donc, quand vous comparez l'Europe et les États-Unis, essentiellement, c'est ça les deux différences. C'est les États-Unis investissent en s'endettant auprès du reste du monde, donc ils investissent plus au-delà de leurs moyens, et nous prêtons de l'épargne au reste du monde, donc nous investissons en dessous de nos moyens. Et puis les Américains n'ont jamais fait retomber en récession leur économie après 2008-2009, ce que les Européens ont fait en durcissant beaucoup trop vite les politiques économiques. Donc il y a la faible croissance de la zone euro, c'est une composante structurelle qui est le fait qu'une partie importante de l'épargne s'en va, et une erreur de gestion qui est le fait que les politiques économiques ont replongé la zone euro en récession à partir de 2010, alors que les États-Unis restaient en croissance très forte. Alors, troisième et dernier point de tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation?
Bon, alors, évidemment, il y a quand même quelque chose, je reviens à l'argument sur la spécialisation, il y a quand même un point qui est assez, assez important et en même temps assez inquiétant. Euh, c'est très optimal qu'il y ait une spécialisation productive forte qui s'opère à l'intérieur de la zone euro. Si les Allemands sont plus doués pour faire de l'industrie et les Grecs sont plus doués pour faire du tourisme, ça serait complètement inefficace de mettre de l'industrie en Grèce et du tourisme en Allemagne, quoi, je dirais. Donc, cette spécialisation productive qui résulte des avantages comparatifs des uns ou des autres, il faut, enfin, il faut pas l'empêcher, quoi, je dirais. Ça serait, on fabriquerait quelque chose de très inefficace. Aux États-Unis, si vous voulez faire de l'électronique, vous allez à New York, à Boston ou en Californie. Hein, vous n'allez pas vous installer dans le Middle West, je dirais. Et donc, il est parfaitement légitime qu'on ait cette spécialisation productive. Et donc, la question n'est pas de forcer les pays à fabriquer des biens pour lesquels ils ne sont pas doués. La question est de faire de la redistribution. Hein, donc, il faut des politiques. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut, il faut pas que les pays n'essayent pas de se réindustrialiser ou d'attirer des industries ou des services sophistiqués. Bien sûr que oui. Mais il ne faut pas avoir d'énormes espoirs. Je veux dire, hein, il y a quand même il y a des situations d'avantages comparatifs. À nouveau, personne n'ira construire de voitures en Grèce. Quoi. Ah, c'est trop loin, c'est pas du tout la culture du pays, il n'y a pas les écoles et les formations qui vont avec. Donc voilà, donc on va rester avec des pays qui fabriqueront des biens et des services très différents les uns des autres. Il ne faut pas se faire la moindre illusion. Alors on peut parler de réindustrialisation, on va faire des efforts pour ramener un certain nombre d'industries dans les pays qui en ont moins. Hein. En France, en Italie en particulier, c'est le grand débat d'aujourd'hui. Je ne suis pas certain que ça marchera. Parce que le mouvement naturel d'une entreprise, c'est d'aller produire là où c'est le plus efficace de produire. Donc, il me semble qu'il faut, bien sûr, il ne faut pas lâcher ce truc-là. Il faut, si on peut réindustrialiser, il faut le faire, mais je ne crois pas que ça va aller très loin. Et donc, on est plutôt dans l'idée qu'il faut, il faut de la redistribution. Alors, la redistribution la plus évidente, c'est la redistribution qui se fait aux États-Unis entre les régions pauvres et les régions riches, c'est par l'existence d'un État fédéral. Hein. Donc, je dis des banalités que tout le monde connaît, mais le budget fédéral aux États-Unis, c'est à peu près 20% du PIB. Le budget fédéral de la zone euro, c'est 1% du PIB. Alors aujourd'hui, il faut y ajouter les 750 milliards de plans de relance européens. Enfin, on a une structure fédérale qui est extrêmement petite. Et tant qu'on aura cette structure fédérale extrêmement petite, il y aura très peu de redistribution entre les pays. Et donc, les écarts de niveau de vie qui viennent des écarts de spécialisation, ils vont rester à peu près ce qu'ils sont. Donc, il faudrait faire mieux. Hein. Donc, il faudrait être capable de faire mieux et d'accroître le degré de redistribution. Alors, il y a plein de propositions qui circulent dans le monde des économistes. Bien entendu, faire en commun des investissements, comme on est en train de le faire, c'est une très bonne idée. Donc, bien sûr, il faut encourager même la pérennisation du plan de relance européen. Beaucoup d'économistes avaient suggéré, par exemple, de mettre en commun des morceaux de la protection sociale. Il y a des propositions très avancées qui avaient été faites sur la mise en commun de l'indemnisation du chômage, par exemple, entre ces différents pays. Voilà, donc il faut avancer pour essayer d'accroître doucement et un petit, par petits pas la taille de l'État fédéral en Europe. Et je crois qu'on ne pourra pas autrement régler ce problème de divergence des niveaux de vie.